Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvian. Aujourd'hui, Où est passé mon neveu de Frank Sisk. Je m'appelle Sam Spade. Je suis détective privé. En ce moment, je sirote une vodka en regardant, sans enthousiasme, un couple de vieux pigeons recoulés sur mon appui de fenêtre. Soudain, le téléphone sonne. Allô, Sam Spade à l'appareil, j'écoute. Ici, Leonard Fortunato. Pourriez-vous passer à mon bureau, monsieur Spade? Je produis chimique Dreich, Emerson Building. J'arrive, monsieur Fortunato. Et je raccroche. Que diable peut me vouloir ce Leonard Fortunato, vice-président d'une grande société chimique? Un quart d'heure plus tard, sa secrétaire m'introduit dans son bureau. « Asseyez-vous, monsieur Spade », me dit-il avec un sourire de 18 carats. Je m'assieds dans un fauteuil profond comme un tombeau, mais beaucoup plus cher. « Monsieur Spade, vous vous souvenez, j'imagine, de la désastreuse explosion qui a détruit la salle d'audience du tribunal de commerce. » En effet, qui ne s'en souviendrait? Et soudain, je comprends pourquoi M. Fortunato en personne m'a téléphoné. En effet, le jour où un trio de terroristes a posé une bombe au tribunal de commerce, la justice n'avait sans doute pas les yeux bandés comme d'habitude, car l'engin infernal a explosé à la figure des trois crapules. Difficile d'identifier les victimes dans le sac d'os qui en restait. La police a beau avoir de solides présomptions pour deux d'entre eux, personne n'a pu identifier le troisième. C'est alors que Leonard Fortunato a déclaré aux journalistes qu'il s'agissait probablement de Gerald Davis, son neveu. Monsieur Fortunato, pensez-vous toujours qu'il s'agisse de votre neveu? Oui, monsieur Spade, mais je veux en avoir la certitude. Hier soir, la police m'a annoncé que la victime devait mesurer 1m75. Or, Gérald, mon neveu, mesurait 1m80, vous voyez? En effet, monsieur Fortunato, je vois. Rien d'autre? Gérald m'a téléphoné 1 heure avant l'explosion. Il était à l'hôtel Méridien. Il désirait me voir. Je ne saurais jamais pourquoi. Mais qu'est-ce qui vous pousse à croire que votre neveu était dans le coup, monsieur Fortunato? Tout simplement, monsieur Spade, parce que les victimes identifiées étaient ses amis intimes. Un certain Bob Resnick et un certain John Purvis. Voulez-vous m'aider, monsieur Spade? Je vous paierai largement. Je vais essayer, monsieur Fortunato. Parlez-moi un peu de votre neveu, Gérald. Son père est mort et sa mère, ma sœur cadette, est, disons, très tête en l'air. Elle s'est remariée, elle s'appelle maintenant Madame Hems. Voulez-vous son adresse? J'acquiesce et empoche par la même occasion un chèque plus que substantiel pour me lancer vers de nouvelles aventures. Je commence par l'hôtel Méridien et j'apprends aussitôt que Gerald Davis n'a pas payé sa note. Je m'empresse de la régler et je demande qu'on m'apporte ses bagages. Tandis que l'employé me tend un sac en nylon, je lui demande « Est-ce qu'il a eu de la visite ?» L'autre réfléchit longuement et me répond qu'en effet, une jeune femme lui a rendu visite. Ils ont loué des maillots de bain et sont allés se baigner dans la piscine de l'hôtel. Je donne 10 $ au réceptionniste et je prends congé de lui. Je m'arrête dans un parking pour ouvrir le sac. Oh, rien de spécial à l'intérieur. Du linge, des effets de toilette et un petit écrin rouge contenant un briquet en or avec gravé dessus « Heureux anniversaire ». Bel objet. En refermant l'écran, je constate une petite tache d'huile sur le bout de mon index. De l'huile? Mais pourquoi pas de l'essence? Je passe ma langue sur mon doigt. Un goût sucré
Et puis une impression de chaleur inattendue. Bon sang! Je regarde l'écran que je tiens à la main sans oser respirer. Mon esprit fonctionne à toute vitesse. J'ai pas tellement le choix. Je sors, je traverse le parking comme si je marchais dans un champ de mine. Je dépose le briquet sur une table de pique-nique, recule d'une vingtaine de mètres, sors mon F-45 spécial, vise et tire. Le briquet explose, fendant la table. C'est ce qui arrive généralement à un briquet quand on remplace l'essence par de la nitroglycérine. Ensuite, je me rends chez la sœur cadette de Leonard Fortunato. Madame Ames est une très, très jolie femme. Madame Ames, Sam Spade, détective, votre frère m'a chargé d'une mission et... Entrez, monsieur Spade, me dit-elle en souriant. Elle n'a pas tellement l'air affectée par la mort, ou tout au moins la disparition de son fils, Gerald Davis. Vous devinez ce qui m'amène, Madame Ames? Bien sûr, monsieur. Mais croyez mon intuition de mère, Gérald n'a rien à voir avec cette histoire, et il est vivant. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Madame Ames? Mon intuition, tout simplement, monsieur. Voulez-vous boire quelque chose? Mais c'est pas de refus, madame. Vous avez de la vodka? Si elle a de l'intuition pour son fils, cette jolie femme en a aussi pour les détectives, car le briquet explosif m'a donné grand soif et ce verre de vodka est le bienvenu. Madame Ames, quand avez-vous vu votre fils Gérald pour la dernière fois? Il y a 1 mois environ, monsieur. Il est venu passer un week-end ici. Oui. Dites-moi, chère madame, pendant ce week-end, est-ce qu'il a reçu de la visite, des coups de téléphone? Elle réfléchit avec une expression irrésistible. Oui. Seulement un coup de téléphone. Une jeune fille. Elle ne m'a pas donné son nom, mais elle avait une très jolie voix. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit très amoureuse de Gérald. Ah oui. Quel est l'âge de votre fils, madame Ames? Gérald a 21 ans. Il les a eus le 28 avril. Je lui ai envoyé un chèque pour son anniversaire. Le 28 avril? L'attentat a eu lieu le 2 mai. Madame Ames, je suppose que votre fils n'a pas touché son chèque. Oh, si, monsieur. Je l'ai vu dans un relevé de compte. Pourriez-vous me le montrer, madame? Mais certainement, monsieur. Elle se lève et va ouvrir un secrétaire. Je la rejoins, ne serait-ce que pour profiter de son parfum de muguet. Tenez, monsieur, voilà. C'était un chèque de 500 $. Le chèque a été débité le 17 mai. 5 jours après l'attentat. 5 jours après le présumé décès de Gérald. Votre intuition ne vous a pas trompé, madame Ames. Votre fils est bien vivant. Parce que j'ai jamais entendu parler d'un fantôme qui encaissait un chèque de 500 $. Mais c'est évident, monsieur. Je me demande comment je n'y ai pas pensé. Sacrée madame Ames. Voyez, à mon avis, même s'il est vivant, Gérald risque de ne plus le rester longtemps. Vous croyez qu'on offre un briquet explosif à un anniversaire sans arrière-pensée? Non, hein? Mais vous avez raison. D'ailleurs, vous allez vous en rendre compte dans quelques instants. Je retourne voir Monsieur Fortunato. Votre neveu est vivant, monsieur. Je sais, M. Spade. Ma sœur vient de me téléphoner. Toutes mes félicitations pour la façon dont vous avez mené votre enquête, Monsieur Spade. Remarquez, Monsieur Fortunato, que ça ne prouve pas qu'il soit en vie aujourd'hui, lui dis-je, en pensant au briquet piégé que j'ai découvert dans ses affaires. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Spade, il ne tardera pas à reparaître. Veuillez considérer cette affaire comme close et les 6 jours d'honoraires que je vous ai versés d'avance comme prime. Vous l'avez bien mérité, Monsieur Spade. Merci, monsieur, dis-je en prenant congé.
Si pour M. Fortunato l'affaire est close, elle ne l'est pas pour moi. Que voulez-vous? Moi, je suis comme ça. Conscience professionnelle, ça s'appelle. Je téléphone aux parents de Bob Resnick, l'une des deux victimes identifiées. Une gouvernante me répond. Monsieur et Madame Resnick sont partis en Europe pour se remettre de la mort tragique de Bob. Qui aurait cru ça, monsieur? Bob, un poseur de bombes. Il ne reste à la maison que mademoiselle Nathalie, la cadette. Vous voulez lui parler, monsieur? Oui, dites-lui simplement que je serai là dans 20 minutes. 20 minutes après, une jeune fille à l'air éveillé m'ouvre et me regarde des pieds à la tête. Vous n'avez pas l'air d'un détective, monsieur? Bah, tous les membres de la profession en sont là, mademoiselle Nathalie. Elle, en revanche, a tout à fait l'apparence que je souhaite, c'est-à-dire l'apparence d'une gamine qui écoute aux portes sans jamais se faire pincer. C'est tragique ce qui est arrivé à votre frère Bob, mademoiselle. Je pense que papa avait raison, murmure-t-elle pensive. Johnny Purvis et Bob ont eu trop de tout et trop tôt. Ils ne pouvaient pas le digérer. Alors ils se sont attaqués à la société. C'est un miracle que ça ne leur soit pas arrivé plus tôt. Ils étaient toujours en train de manipuler de la dynamite et toutes sortes de choses. Est-ce que votre père lui donnait beaucoup d'argent, mademoiselle? Oh oui, mais il a arrêté de lui en donner il y a 1 an. N'empêche que Bob en avait toujours plein les poches. Et Gerald Davis, oh, il était différent, lui. Il était contre la violence. Il se refusait à provoquer la mort d'innocentes victimes. Oui. Dites-moi, mademoiselle Nathalie, votre frère Bob et ses petits copains, ils fréquentaient des filles? La seule que j'ai vue traîner aux alentours est Sonia Walton. Voulez-vous que je vous dise, monsieur, ça ne m'étonnerait pas que ce soit elle la 3e victime. En tout cas, personne ne l'a revue depuis l'attentat. Mademoiselle Nathalie, à part cette Sonia-là, Gerald Davis, est-ce qu'il fréquentait d'autres filles en particulier? Oui, monsieur. Il était très lié avec Deborah Nelson. Comme je suppose que vous allez avoir envie de lui poser des questions, voilà, elle travaille chez Plexus, une librairie près de la faculté des lettres. Merci, mademoiselle Nathalie. Je vois que vous êtes très, très perspicace. Si un jour vous voulez devenir détective, faites-moi signe. Une demi-heure plus tard, ma vieille bagnole et le destin me conduisent à Deborah Nelson. Elle est ravissante. Que puis-je pour vous, monsieur? Voilà, mademoiselle. J'aimerais aider Gerald Davis. Elle sursaute et ses grandes lunettes glissent sur son petit nez. Gerald Davis? Je ne connais pas. Vous jouez mal la comédie, mademoiselle. J'ai tout lieu de croire que la vie de Gerald est en danger. Aidez-moi. Elle devient soudain blanche comme un linge et quitte précipitamment la pièce. Quelques instants plus tard, elle revient accompagnée d'un grand type myope. Ben va me remplacer, monsieur. Il y a un bar juste à côté. On y sera mieux pour bavarder. On s'installe dans un box du Caméléon, un bar comme il y en a tant. Elle commande un soda et moi une vodka. J'attaque bille en tête. Comme je vous l'ai dit, mademoiselle, nous n'avons pas de temps à perdre. Où se cache Gerald? Mais je ne vois pas pourquoi je répondrais d'emblée à cette question, monsieur. Parce que, mademoiselle, quelqu'un lui a offert un briquet. Elle me regarde comme si je venais de perdre mon dentier. Un briquet? Je ne comprends pas. Oui, mademoiselle. Un briquet à la nitroglycérine. De quoi vous emporter la tête à la première cigarette de la journée. À propos, il est fumeur, Gerald? Mon Dieu, il fumait de l'herbe de temps en temps, mais il a arrêté. Dites, c'est vrai cette histoire de briquet explosif? Tout ce qu'il y a de vrai, mademoiselle. Où est-il? Quoi, le briquet? Je l'ai fait exploser dans un endroit désert. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Mademoiselle,
Dites-moi où se trouve Gérald. Elle vide son verre en réfléchissant. Je suis sur le point de commander une deuxième vodka quand elle me dit « Gérald se trouve dans le pavillon de chasse de mon père, dans la montagne. »« C'est loin ?»« Oh, 2 heures de voiture. »« Allons-y, mademoiselle. » Mon intuition de détective me dit que nous pourrions arriver trop tard. On sort du bar en vitesse. C'est alors que mon attention est attirée par la vitrine d'un très beau tabac de luxe. « Un instant, mademoiselle, j'en ai pour 1 minute. » Et je me précipite dans le magasin. 2 longues heures plus tard, nous nous garons, la demoiselle et moi, à l'abri d'un bosquet de pins, et on aborde le chalet par un sentier à peine visible, bordé de taillis. Je remarque immédiatement la belle Jaguar Bordeaux. « J'ignore à qui elle appartient ?» murmure Sonia. Personnellement, j'ai ma petite idée. Je me glisse sous une fenêtre ouverte et j'entends une voix que je reconnais. « Gérald, Gérald, je savais que tu étais bête, mais pas à ce point-là. Pauvre petit Gérald, tu n'as vraiment pas de chance. » À l'intonation de cette dernière remarque, je sens qu'il est temps de passer à l'action. Sans faire de bruit, je contourne l'angle de la maison. Je franchis d'un bond une balustrade rustique et d'un coup de pied, je fais voler la porte d'entrée en éclats. Quelle charmante scène de famille. L'oncle et le neveu face à face. Seulement, le bon tonton a un pistolet à la main. Et il va vraisemblablement flanquer son neveu Gérald. Je crois que je suis arrivé à temps. Mais qu'est-ce que vous faites là, Spade? Conscience professionnelle, monsieur Fortunato. En fait, vous ne vouliez pas que je retrouve votre neveu. Vous vouliez vous assurer de sa mort. Et comme je vous ai donné la preuve du contraire, vous avez pris les choses en main. Comment avez-vous deviné, Spade? Mais voyons, monsieur Fortunato. Qui d'autre que le vice-président d'une société de produits chimiques aurait eu l'idée de charger un briquet à la nitroglycérine? Ah, encore une chose, monsieur Fortunato. Je suis infiniment meilleur tireur que vous. Vous avez intérêt à déposer votre pistolet. Un sentiment de haine intense embrasse son regard. Je sens qu'il est sur le point de nous flinguer tous. Brusquement, je lui lance le briquet que j'ai acheté tout à l'heure au tabac de luxe. Ce briquet qui est la parfaite imitation du briquet à la nitroglycérine qu'il avait très gentiment offert à son neveu. « Vous êtes complètement fou, Spade! Vous voulez nous faire sauter !» hurle-t-il en lâchant son pistolet pour attraper le briquet au vol. J'en profite pour lui balancer une droite qu'il étend pour le compte. 10 minutes plus tard, menottes au poignet, il grimpe dans la voiture des flics qui viennent d'arriver. Curieux personnage, ce Fortunato. Sa haine des poseurs de bombes l'a poussé à se conduire aussi bêtement, aussi salement, aussi lâchement que ces 3 petites crapules qui avaient organisé l'attentat. Curieuse société que celle des humains, où la violence engendre toujours la violence. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, où est passé mon neveu de Frank Sisk.